Europe 1. 8h13, la présidentielle est sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivier Faure. Bonjour Sonia Mabrouk. Pourquoi vous ne souhaitez pas la victoire de la gauche ? Ah bon ? Mais je la souhaite ardemment. Moi, je ne suis pas là pour témoigner d'une histoire. Je suis là pour, au contraire, faire en sorte que la gauche puisse l'emporter, parce que je crois que le moment dans lequel nous sommes est un moment où nous avons besoin de la gauche. Nous sortons d'une grande pandémie. Nous sommes encore dedans, mais qui a montré justement tout ce qui avait été invalidé, c'est-à-dire la puissance du service public, les premiers de corvée, la justice, la lutte contre les inégalités. Tout ça, c'est revenu au premier plan. Et je crois que précisément, nous avons besoin de la gauche aujourd'hui pour l'affirmer. Mais avec qui la question ? Jusqu'à quand tiendrez-vous ? Mais on tiendra jusqu'au bout. Pourquoi voulez-vous que... Quel est le bout pour Anne Hidalgo ? Le bout, c'est la victoire. Donc il faut aller maintenant, il faut se battre. Cette campagne, elle commence. Et donc il faut faire valoir ce que nous avons à faire valoir et ne jamais renoncer. Vous sentez une envie d'Anne Hidalgo, sincèrement, dans le pays ? Ah mais je sens pour l'instant une curiosité. Pour l'instant, elle n'est pas encore... Elle est à la fois connue, parce que tout le monde sait qu'elle est maire de Paris, mais en même temps, on ne sait pas encore à quoi la rattacher. Et je crois au contraire que quand ils la connaîtront mieux, quand ils découvriront la femme qu'elle est, son parcours... Sa gestion de Paris, peut-être aussi ? Sa gestion de Paris, oui. On en parlera. Si vous voulez, je ne suis pas parisien, mais enfin, je veux bien en parler avec vous. Tout ça, effectivement, tous ces éléments qui font d'elle une femme qui s'est élevée à la force d'elle-même et grâce à la République. Et qui est là finalement l'incarnation de cette promesse républicaine qui malheureusement n'est pas toujours tenue. C'est parce que c'est une femme, vous avez employé, c'est un avantage concurrentiel, un avantage important ? Ce n'est pas un avantage concurrentiel, mais c'est certainement l'assurance que la question des femmes sera une question qui sera traitée. Quand j'entends hier Éric Zemmour qui nous explique que les inégalités salariales n'existent pas entre les femmes et les hommes, que c'est un choix pour les femmes d'être payées moins que les hommes, franchement, les bras m'en tombent. Et donc oui, une femme présidente de la République, pour la première fois, ça pourrait être l'assurance, par exemple, d'aller au bout de ce quinquennat. Vous allez faire des heureuses. Marine Le Pen ou Valérie Pécresse vont vous entendre ce matin en disant « ils pensent à nous aussi ». Mais je pense à toutes les femmes, mais je vous dis que la seule qui aujourd'hui soit là pour faire avancer la cause des femmes, c'est Anne Hidalgo, c'est elle qui s'est engagée à ce que sur un quinquennat, les femmes gagnent à métier égal, à compétences égales, et bien qu'elles gagnent la même chose que les hommes. Samedi, François Hollande et Anne Hidalgo justement ont posé ensemble tout sourire en Corrèze. Olivier Faure, l'ancien président qui a qualifié, rappelons-le dans son livre que vous avez certainement lu, les candidatures de gauche et donc celle du PS de lilliputienne. Vous considérez que son soutien à Anne Hidalgo est sincère ? Mais je le souhaite, que... La question c'est est-ce qu'il l'est ? Mais je ne suis pas là pour sonder les reins, les cœurs, les âmes, etc. Ce que j'ai vu, c'est qu'on avait un ancien président qui a dit qu'il passait le témoin à une nouvelle génération et à Anne Hidalgo. Et ça, je trouvais que cette image était très belle et qu'on avait besoin justement d'avoir les idées claires sur ce que chacun porte. Et j'ai eu le sentiment que François Hollande avait pris un engagement sincère qui était celui de soutenir la candidate socialiste. La dernière fois que vous avez parlé vous-même, Olivier Faure, de François Hollande, vous avez dit, je cite, « On ne peut pas donner des leçons, parlant de lui, quand on a une responsabilité dans l'échec de la gauche ». Vous maintenez vos propos aujourd'hui ? Mais oui, je maintiens mes propos. C'était pas la question qui m'était posée pour qu'on restitue la réponse, c'est que il faisait un peu comme si tous les déboires de la gauche avaient commencé après 2017. C'est bien pour ça que je vous demande si c'est un soutien sincère samedi. C'est un soutien, ça n'a rien à voir. En fait, il y a eu une période où moi j'ai soutenu François Hollande pendant 5 ans. Je me suis parfois aussi opposé à lui sur la question de la déchéance de nationalité, sur la question de la loi travail, sur le CICE. J'aurais souhaité qu'il soit conditionné à une négociation collective chaque année dans chaque entreprise. Je l'ai dit à ce moment-là sans être frondeur, mais parce que je pensais qu'il y avait des choses à corriger. Et en même temps, je sais ce que nous devons aussi à ce président qui a permis aussi de faire, par exemple, le mariage pour tous, qui est certainement ce qui est resté le plus marquant dans les esprits, mais pas seulement, les droits rechargeables à l'assurance chômage, le compte pénibilité pour les retraites, la retraite à 60 ans pour les carrières longues, bref, tous ces sujets qui ont été des sujets très marquants et qui font qu'il a été un président, le dernier président socialiste, et moi je respecte ça. Qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'un parti qui est quasiment en mort cérébrale depuis 2017 ? Ce n'est pas moi qui le dis évidemment, c'est Anne Hidalgo. Est-ce que c'est vous qui l'avez plongé ?
dans cet Je crois état-là? que vous avez répondu à l'instant. Moi, j'ai récupéré la responsabilité du Parti socialiste. Il était à 6%. Il a gagné les élections régionales. Oui. Il a gagné les élections municipales. Oui. Et votre candidate est à 5% aujourd'hui. Mais j'aimerais bien, Sonia Mabrouk, si vous me le permettez, que on se fie d'abord aux résultats plutôt qu'aux sondages. Les sondages, quand ils sont pas ils se sont souvent trompés. Mais moi, je le dis de manière générale, quand ils sont très bons, je dis méfiez-vous des sondages. Ça n'est pas parce que vous faites la course devant que vous arriverez le premier. Et donc, il y a une évidence au fait que même d'un point de vue démocratique, je ne trouve pas sain que on soit aujourd'hui dans une campagne qui commence à peine à demander aux gens non pas ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent des sondages. La question qu'on vous demande, Olivier, c'est est-ce que vous pouvez garantir ce matin que pour la présidentielle, il y aura quoi qu'il en coûte au Parti socialiste, un bulletin Anne Hidalgo le 10 avril prochain? Mais bien sûr, je crois que la candidate vous a répondu déjà assez largement, enfin vous ou à d'autres. Elle a dit qu'elle était déterminée, qu'elle irait jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout. Mais Anne Hidalgo, même si vous n'êtes pas parisien, c'est 7,7 milliards d'endettement à Paris, chiffre de Bercy, contre 3,7 milliards quand elle est arrivée en 2014. Pourquoi Olivier Faure lui donner les clés de la France quand Paris est géré ainsi, disent certains? Que leur répondez-vous? Mais moi, je ne sais pas, je peux pas vous répondre sur la gestion financière de Paris. Vous avez une idée quand même de la gestion de Paris? Ce que j'imagine assez facilement, c'est que il y a encore dans Paris, que je traverse comme vous, des grands travaux, il y a eu des investissements, y compris pour faire en sorte que cette ville soit une ville où on respire mieux, où on vive mieux ensemble, et ça suppose forcément un endettement avec des Parisiens qui payent peu d'impôts et qui sont donc peu imposés. Moi, je peux pas vous répondre sur la gestion parisienne. Mais les Parisiens et Parisiennes qui nous écoutent ce matin vont se demander si vous traversez la même ville qu'eux. Je pense que je traverse la même ville qu'eux, oui. Bon, ceux qui critiquent la gestion parisienne, parlons-en d'Anne Hidalgo, Olivier Faure, vous avez dit qu'ils sont des obsédés de la fachosphère. Est-ce que ça veut dire, et c'est vraiment une question sincère que je vous pose, que tous ceux qui s'indignent sur les réseaux sociaux de la saleté à Paris, de la laideur de certaines installations, de l'installation des salles de shoot, c'est un complot de la fachosphère? D'abord, quand j'ai parlé de la fachosphère, c'est parce que, historiquement, sur les réseaux sociaux, et ce sont d'abord des gens qui appartiennent à cette mouvance qui ont lancé Saccage Paris, etc. Et donc, il y a aujourd'hui... J'ai trouvé des personnalités de gauche qui témoignent de leur colère sur les réseaux sociaux. Je ne nie pas le fait qu'il y a des gens en colère qui sont de gauche. Je dis simplement... Vous comprenez qu'on lance le mot fachosphère comme on fait des petits pains aujourd'hui. Je comprends surtout une chose, Sonia Mabrouk, c'est que si vous faites le tour de France, vous allez trouver... Je pourrais même vous montrer mon téléphone. Ce week-end, j'étais chez moi, à Savigny-le-Temple, et je me promenais avec mon chien et avec l'un de mes enfants, et on a trouvé un espèce d'immense dépôt d'ordures en plein milieu de la campagne. Et j'aurais pu écrire Saccage Savigny-le-Temple. Voilà. Oui, vous en avez trouvé un. Mais non, j'en ai pas trouvé un. Dans la capitale. Parce que dans toutes les villes, comment vous pouvez ne pas voir ce que beaucoup... Mais pourquoi mépriser ce que disent certains potentiellement de vos électeurs? Je ne méprise personne. Je dis simplement, faites attention, parce que quand vous voyez des gens qui mettent leurs poubelles n'importe où, qui déposent leurs encombrants à n'importe quelle heure, etc., ça n'est pas l'affaire de la mairie de Paris. Les Parisiens ne déposent pas des plots jaunes dans les rues, me semble-t-il. C'est pas de leur fait, ou alors on apprend quelque chose. Il me semble qu'un plot jaune, c'est simplement parce que c'est un plot qui doit appeler l'attention des gens et que c'est pour faire attention à quelque chose. Quand vous voyez des plots sur la route, ils sont orange et blanc parce que c'est une façon de se signaler. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez des plots transparents, mais je vois pas l'intérêt. Mais ce n'est pas la fachosphère qui le dit à chaque fois. Mais il n'y a pas toujours que la fachosphère. Je dis simplement que c'est historiquement né avec la fachosphère. Restons sur la gauche où les propositions dans cette campagne, elles fusent, Olivier Faure. Arnaud Montebourg propose de bloquer les transferts d'argent particuliers, des particuliers vers des pays qui ne nous aident pas pour appliquer les fameuses obligations de quitter le territoire français. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça peut être efficace? C'est un moment de silence. Oui, oui, franchement. J'ai trouvé ça... Les bras m'en sont tombés. Franchement, je connais Arnaud Montebourg. Il a été à une époque socialiste. Et le retrouver à reprendre cette vieille proposition de l'extrême droite, ça m'a à la fois heurté et rendu triste pour celles et ceux qui le soutiennent. Arnaud Montebourg, extrême droite, vous mettez un signe d'égalité? Mais j'ai pas dit Arnaud Montebourg égale extrême droite, j'ai dit cette proposition est une proposition qui vient de l'extrême droite. Et c'est pas parce qu'elle vient de l'extrême droite d'ailleurs qu'elle est dangereuse. Non mais l'action, est-ce qu'elle est efficace surtout? Comment faire respecter ces obligations de quitter le territoire français? Je rappelle juste qu'on a divisé par deux pour le moment la délivrance des visas. Oui, mais moi ce que je vais vous dire, c'est assez simple. Pourquoi les gens, depuis que le monde est monde, se déplacent
hors de leur territoire de naissance. Parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce qu'on y mange peu, parce qu'on n'y travaille plus, parce que, en fait, il y a des raisons économiques, sociales ou de guerre qui poussent les gens à migrer. Les obligations de quitter le territoire, ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Mais je parle des gens qui migrent vers la France. Et ces gens-là, en fait, ils viennent donc pour des raisons qui sont des raisons souvent économiques. Si les gens qui sont en France, qui sont là de manière légale, parce que c'est d'eux dont on parle, et dont parle Arnaud Montebourg, et qui renvoient de l'argent vers leur village, vers leur famille, et qui le font pour que justement les gens puissent rester dans le village. Mais que se passera-t-il si cet argent ne vient plus ? Vous aurez naturellement plus de migrants. Et donc, c'est absolument à rebours de ce qu'il faut faire. Mais malgré la réalité de ce qu'il faudrait faire, c'est au contraire accentuer la coopération, faire en sorte qu'il y ait aussi un vrai combat contre le réchauffement climatique. Parce que c'est ça. Nous sommes d'accord qu'il y a ces défis-là, mais est-ce que vous assumez qu'il y a un vrai problème quand on ne peut pas renvoyer chez eux des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français ? Bien sûr, c'est un problème. Mais alors comment vous faites ? Mais c'est certainement pas comme ça qu'on le fait. C'est en discutant avec les pays d'origine. Ça fait des années qu'on le fait, ça ne marche pas. Eh bien, écoutez, ce que je sais, c'est que c'est pas parce que quelque chose ne marche pas qu'il faut faire quelque chose qui marche encore moins. Et mais donnez-moi une proposition qui marche. Alors. Mais non, mais vous n'allez pas sanctionner des gens qui sont en France de manière légale. Vous allez punir des gens qui sont innocents. Est-ce que ça a un sens ? Moi, je vous le dis, ça n'en a pas. Et moi, je vous demande quelle proposition efficace alors moi, ce que je vous dis, c'est que ce qu'il faut, c'est effectivement lutter contre l'immigration clandestine, faire en sorte de faire appliquer les OQTF, mais en discutant, en négociant avec les pays d'origine. Mais dans ces cas-là, si vous voulez toucher aux avoirs de quelqu'un, ne touchez pas aux avoirs des travailleurs qui sont travailleurs légaux, touchez là aux avoirs de ces dirigeants, faites en sorte que, par exemple, les dirigeants de ces gouvernements, de ces régimes, parfois de ces dictatures, soient touchés, que ce soit eux qu'on touche, mais non pas des gens qui sont venus en France et qui n'ont que leur force de travail à offrir à leurs familles qui sont restées au pays. L'un des sujets au cœur de cette campagne, c'est l'autorité, la sécurité. Comment faire aujourd'hui quand les policiers sont, Monsieur Faure, attaqués régulièrement, comme hier à Argenteuil, quand plus largement leur tête est mise à prix. Quand on apprend ce matin qu'un policier du commissariat de Cannes a été attaqué à l'arme blanche, fort heureusement apparemment c'est son gilet pare-balles qui l'aurait sauvé, quel sursaut aujourd'hui ? D'abord, pardon, mais je ne comprends pas. Vous additionnez des cas qui n'ont absolument rien à voir. Si on parle de Cannes, ce matin, je crois comprendre, même s'il faut rester prudent à ce stade, qu'il s'agit là d'un attentat terroriste et qu'on serait face à quelqu'un qui considère qu'il est dans une forme de guerre sainte et qu'il est venu commettre un meurtre politique. Le lien, c'est la cible, les policiers, les forces de l'ordre, l'autorité. Oui, mais les terroristes, l'autorité, ils la combattent, ils la contestent, et ils sont, pour certains d'entre eux, en fait, même prêts à mourir pour cela. Donc, je le mets pas difficile de considérer que ces gens-là sont raisonnables, au sens où on pourrait les raisonner. En revanche, il y a aussi vous parlez aussi des inscriptions, des mises à prix, etc. C'était dans ma ville. Et c'était, en fait, alors je ne sais pas encore, on n'a pas encore retrouvé les auteurs de ces inscriptions, mais là, on a affaire plutôt à des gens qui sont dans le deal. Ça n'a absolument, je ne mélange pas les uns et les autres. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire respecter la police républicaine ? D'abord, on rappelle ce qu'elle est, une police républicaine. Et qu'elle est là... Pourquoi ? Qui a un doute là-dessus ? Mais il y a des gens qui ont un doute. Qui ? Mais il y a des gens qui considèrent que la police est une police qui est de manière systémique dans la violence, qu'elle est en fait une ennemie de classe, etc. Est-ce que dans l'espace politique, dans la classe politique, certains le disent ? Vous les reconnaîtrez. Moi, ce que je vous dis... mais je vous demande, c'est important. Vous dites certains estiment que la police n'est pas républicaine. Mais parce que à gauche, est-ce qu'il y en a ? Moi, je ne cherche pas à passer des bons points pour les uns, pour les autres, etc. Je me définis par rapport à moi-même. Est-ce que dans votre famille politique, certains ont dit que les policiers n'étaient pas... La police n'est pas républicaine ? Il n'y a personne qui pense que la police soit une ennemie de classe ou qu'elle soit systématiquement... Et dans la gauche, plus largement ? Mais il y a des gens à gauche qui le pensent. Mais lesquels ? Mais je sais, mais je voulais... Mais pourquoi vous avez si peur de prononcer un mot ? C'est grave si on pense que la police n'est pas républicaine. Il y a des gens qui, à gauche, considèrent que la police est une adversaire, etc. Et moi, je vous dis que non. Moi, je considère que la police est républicaine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la police des gens qui, par des dérives personnelles, se mettent en marge de ce qu'est leur mission. Faure, là, la question, c'est surtout comment les protéger. Donc, comment
comment est-ce qu'on les protège? D'abord, on fait en sorte de considérer la police comme une police républicaine et non pas comme la garde prétorienne du pouvoir. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques années à peine, après Charlie, après le Bataclan, le chanteur Renaud, lui qui avait fustigé justement les policiers pendant si longtemps, a dit « j'ai embrassé un flic ». Oui, très bien. Mais après, très bien. Ouais, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour qu'on soit non plus à embrasser un flic, mais entendre ce slogan qui est complètement insupportable et qui est de dire tout le monde déteste la police. Non, tout le monde ne déteste pas la police, tout le monde ne devrait pas la détester. Mais pour qu'elle ne soit pas détestable, ça suppose qu'elle soit missionnée aux bons endroits, qu'elle soit chargée dans la proximité, d'être non pas simplement celle qu'on envoie au dernier moment pour pouvoir réprimer, mais qu'elle soit là aussi une police du quotidien, une police de proximité, qui soit là, qui se fasse accepter sur les quartiers, qui permette de vivre avec les gens, parce qu'elle est absolument indispensable, testée positivement, et donc parce que nous avons besoin effectivement tout simplement de retrouver ce lien naturel, parce que les policiers sont ceux qui font respecter l'état de droit, et nous en avons besoin. Et nous allons continuer à en parler sur ce sujet et d'autres. Olivier Faure, merci d'être avec nous, de rester avec nous. Mathieu Bock-Côté et Dimitri, bien sûr, qui est déjà là. On va poursuivre cet entretien ensemble. Très courte pause et nous revenons dans un instant, 8h29 sur Europe 1. Europe Matin. Quand Marc a pris Connect Pro Fibre d'Orange, c'était pour bosser de n'importe où grâce à la visio. Pour Anna, c'était pour former 15 collaborateurs en même temps, sans avoir à se déplacer, grâce au partage d'écran. C'est fou le gain de temps. Hein. Et d'argent. Connect Pro Fibre d'Orange, c'est jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Innovation des laboratoires Lierac. Arkeskin, le programme Visage et Corps recommandé par les gynécologues pour corriger les signes de la ménopause sur la peau. Des résultats prouvés par 7 études cliniques et tests consommateurs. Plus de 95% des femmes trouvent leur peau nourrie, redensifiée et moins marquée. Grâce à Arkeskin, 9 femmes sur 10 se sentent mieux accompagnées. En ce moment, pour l'achat d'un soin Arkeskin, votre lait corps 50 ml offert. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur lierac.fr. Détail des tests cliniques sur lierac.fr. EDF. Qui dit artisan boulanger souhaitant faire un geste pour la planète, dit artisan qui pour son four électrique souhaiterait de l'électricité verte. Et qui dit électricité verte, dit EDF. Eh oui. Quand on est pro, on peut aussi devenir pro de la transition énergétique. Avec EDF, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent passer à l'électricité verte. Découvrez l'offre verte d'EDF en appelant gratuitement le 3022. Certifié avec les garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là. Mais vous êtes éleveuse? Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice. Mais je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette. Pas vous? Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux. Bien sûr, vous n'êtes pas du genre à couper les cheveux en 4, mais parfois à demander un carré mi-long, légèrement dégradé, avec un balayage clair, sans être blond, sur des cheveux ondulés. Mais attention, pas bouclés. Alors pourquoi ne seriez-vous pas aussi exigeant avec votre épargne? Au CIC, nous avons inventé l'épargne constructive, car aujourd'hui, il est indispensable de bâtir sa stratégie d'épargne pour mieux préparer demain. Vous pouvez par exemple prendre rendez-vous avec votre conseiller pour mettre au point les solutions qui vous conviennent le mieux. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. 6h30, 9h. Europe Matin. 8h32, le journal permanent, Alban Le Prince. La piste terroriste est envisagée. Un policier blessé à l'arme blanche à Cannes ce matin vers 6h30 devant le commissariat. C'est son gilet pare-balles qui l'aurait sauvé. L'agresseur qui a dit agir au nom du prophète a été neutralisé. Son pronostic vital est engagé. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rend sur place. Plus de 7200 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Il n'y a plus de doute, l'épidémie repart. Emmanuel Macron prendra la parole demain soir à 20h. Une nouvelle allocution promise cet été pour évoquer la situation sanitaire notamment. Clôture aujourd'hui de la conférence des évêques de France. Les prélats doivent apporter des réponses après la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'église. La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS agréé CNAPS.
Et le ciel reste bien gris sur une majorité du pays. Aujourd'hui, on aura de belles éclaircies sur la région parisienne et la Normandie cet après-midi. Dans le sud, ce sera plus compliqué. Le vent et les orages domineront en Corse. Les températures comprises entre 8 et 19 degrés au meilleur de la journée. 8h33, l'élection présidentielle est sur Europe 1. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est notre invité ce matin. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Sonia Mabrouk est toujours avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Olivier Faure, question, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Le sujet de conversation que vous aviez avec Sonia Mabrouk concernant la sécurité, qui est le thème qui apparaît, page 55 du projet défendu par le Parti Socialiste, qui s'appelle « Il est temps de vivre mieux ». J'ai pris la peine de le lire ce week-end. Et à propos de la police, vous venez de dire quelque chose qui m'a un peu interpellé. Vous dites il faut une police qui soit acceptée par les quartiers. Et sur le thème de la justice, parmi les propositions que défend le Parti Socialiste, il y a cette idée qu'il faut privilégier le sursis mis à l'épreuve pour les peines courtes, qu'il faut sortir du tout carcéral, qu'il faut encourager le dialogue condamné-victime. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, Olivier Faure, la gauche décomplexée, la gauche qui fait fi de l'importance du thème de la sécurité auprès des Français? Vous avez vu les sondages, c'est le thème qui arrive actuellement en deuxième position derrière le pouvoir d'achat, mais qui est systématiquement dans le trio de tête des préoccupations. Moi, je suis pour assurer la sécurité, effectivement, de tous les Françaises et les Français. Et c'est pour moi une priorité au même titre que les questions de santé, d'éducation et de pouvoir d'achat, parce que la sécurité, c'est un bien que nous devons à chacune et à chacun. Et donc, à chaque fois, la question, c'est la recherche de l'efficacité. L'efficacité. Et donc, vous ne pouvez pas... Enfin, je sais bien que... mais est-ce à la police de se faire accepter par les quartiers? La formulation est quand même surprenante. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que nous rétablissions un lien étroit entre la police républicaine et l'ensemble des Français. Pourquoi vous répétez police républicaine? Elle est de fait républicaine. Parce que c'est son nom, c'est la police républicaine. En fait, je suis pour une police républicaine, c'est-à-dire qui sert la République. Et si je le dis, c'est aussi parce que... Ça paraît être une évidence dans notre pays, en France. Eh bien, c'est une évidence pour vous et pour moi peut-être, mais ça doit l'être pour tout le monde. Et je le répète, parce que je répète à celles et ceux qui nous écoutent que la police, c'est une police républicaine. Vous avez parlé de garde prétorienne, vous avez dit tout à l'heure, on ne veut pas d'une police qui soit la garde prétorienne du pouvoir. J'entends presque Philippe Poutou qui nous dit que la police tue en France. Est-ce que c'est ça aussi la gauche décomplexée? Ce que je dis là, ça veut dire que quand la police n'est plus vécue que comme, en fait, le dernier rempart entre les Français et le pouvoir. Là, effectivement, elle se dresse comme... Mais vous croyez que c'est la perception majoritaire les uns et les autres? Mais je ne dis pas que c'est ça. Je dis qu'il y a une perception pour une part des Français qui est celle-là. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse réconcilier les Français avec leur police. Parce qu'elle est indispensable. Et parce que je ne connais pas l'état de droit qui ne soit pas garanti, justement, par la puissance de l'État et par la police. Et ça suppose donc qu'on puisse restaurer ce lien. C'est un fait. Il y a aujourd'hui un problème pour une partie des Français avec leur police. Et je ne le souhaite pas. Et je considère que c'est un problème. Et qu'il faut aussi restaurer ce lien de confiance. Olivier Faure, vous avez qualifié il y a quelques semaines, je crois, si je ne me trompe pas, Éric Zemmour de fasciste. Alors, question toute simple, s'il est élu, est-ce que vous prenez le maquis ou vous entrez en résistance? Mais je me doutais tellement que vous alliez me poser cette question. Bien sûr, fasciste, c'est un gros mot. C'est pas un gros mot, c'est une qualification politique. Et comme je me doutais que vous m'en parleriez, je suis venu avec un livre qui va manquer à votre bibliothèque. Ce livre est très court. En fait, c'est un livre d'Umberto Eco qui s'appelle Reconnaître le fascisme, qui est en fait un discours qu'il a prononcé à Columbia. Oui, j'ai lu. J'ai ça dans ma bibliothèque. Bon. Mais je repose 14 critères qui permettent de définir le fascisme et qui dit, je pourrais vous citer en fait ce qu'il dit en quatrième de couverture et qui est très éclairant. En fait, il dit le fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire je veux rouvrir Auschwitz. Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Le fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ces nouvelles formes. Je vous pose la question, si c'est le fascisme, est-ce qu'on entre en résistance ensuite? C'est le maquis?
Et ça, je ne vais pas partir dans le maquis. Je dis simplement que la pensée qu'il développe est une pensée qui est une pensée, si vous voulez, pré-fasciste, si vous voulez pas dire fasciste parce que ça vous fait peur. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est quand même un monde de pas pouvoir prononcer ce mot. Je ne l'ai jamais prononcé pour d'autres. Je parle de l'extrême droite, j'ai jamais parlé des fascistes. Je dis simplement que ceux qui disent, regardez aujourd'hui qui sont ses soutiens, ça devrait quand même vous éclairer. Tous ceux qui sont négationnistes, révisionnistes, enfin de Renaud Camus jusqu'à Jean-Marie Le Pen, etc. Tout le monde est derrière Éric Zemmour. Ça devrait vous interroger, non ? Vous avez utilisé un terme qu'Anne Hidalgo a elle-même utilisé, négationniste, pour qualifier Éric Zemmour. Est-ce qu'Éric Zemmour... Non, j'ai pas parlé d'Éric Zemmour, j'ai dit les soutiens d'Éric Zemmour. Votre candidate, Anne Hidalgo, a qualifié Éric Zemmour de négationniste. Est-ce que j'en conclus que selon vous, et selon votre candidate, Éric Zemmour nie les chambres à gaz et nie l'Holocauste? C'est ça le négationnisme. Mais je n'ai pas parlé d'Éric Zemmour, je vous ai parlé des soutiens d'Éric Zemmour. Je vous ai dit, regardez qui soutient Éric Zemmour, ça devrait vous éclairer sur la nature même du message et sur les dynamiques qu'il crée et sur la façon dont il utilise à demi-mot les codes qui sont ceux de la vieille extrême droite. Et permettez-moi de vous dire que cette extrême droite, je la connais bien. Mais allons plus donc, loin, voilà, je sais de quoi il s'agit. Est-ce que vous dites aux Français qui veulent voter, il y en a certainement, quand il sera candidat pour Éric Zemmour, qu'ils sont aussi fascistes? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ces Françaises et à ces Français qui sont tentés par ce vote? Mais non, je ne dis pas que ce sont des fascistes, parce qu'il y a bien plein de gens de bonne foi, et je reçois des courriers, je rencontre des gens qui me disent je suis tenté par le vote d'Éric Zemmour, ou je vais voter Éric Zemmour. Des gens du Parti Socialiste, des socialistes? Non, pas des gens de gauche, pas des gens du Parti Socialiste. Dans votre entourage familial, est-ce vrai que votre père serait tenté par un vote Éric Zemmour? Je suis né dans une famille, pour moitié, je suis eurasien, donc mon père est français, même si c'est d'origine lointaine espagnole, ma mère est vietnamienne, et donc du côté de mon père, effectivement, c'est une famille qui est une famille. Moi, j'ai grandi, quand j'allais chez mes grands-parents, sous le portrait de Maurras et Dicassé, à mon arrière-grand-père, parce que c'était une vieille famille qui considérait la France éternelle, qui considère que il y a une France, un peuple français idéalisé et qui effectivement est celui que je lisais quand j'allais chez mes grands-parents, la presse d'extrême droite, les livres d'extrême droite, je la connais presque intimement. Donc votre malheureusement. Père pourrait voter pour un fasciste. Mais à vous entendre. Et quand je parle avec ma famille, avec mon père, etc., moi ce que je lui dis, c'est effectivement, ne te trompe pas sur la nature de ce que tu peux être amené à défendre. Parce que je sais bien ce qui motive ce vote-là. Mais je sais aussi que, pour une part, les gens ne pensent pas qu'ils vont aussi loin que ce que leur vote pourrait leur indiquer. Il y a une forme d'exaspération par rapport à l'immigration, par rapport à un certain nombre de sujets, par rapport à une forme d'intolérance à l'islam. Et tout ça conduit ces gens, parfois, à aller encore un peu plus loin. Mais pourquoi ne pas vous aligner, justement? Si vous ressentez cette demande d'une partie des Français qui, sur certains points, est majoritaire, pourquoi ne pas accompagner cette demande d'une offre politique qui ne consiste pas seulement à dire mais non, il n'y a pas de problème, mais non, c'est pas si grave, mais non, c'est à la police de se remettre en question. Non, mais si, parce que en train de me dire, puisqu'il y a des gens qui pensent comme ça, reniez-vous et pensez comme... Mais si c'est ce que les Français veulent. Regardez la gauche danoise, ce qu'elle a fait, la gauche danoise. Mais je ne suis pas danois, et donc... Ah oui, peut-être qu'à la gauche danoise, non, vous devriez moi, ce que je vous dis, ce que je crois profondément, et je vous ai dit, à la fois, puisqu'on parle de moi, et puisqu'on parle de ma famille, je vous ai dit, je suis eurasien aussi. Et donc, en fait, j'ai une part de moi-même qui est à l'autre bout du monde, et ça ne m'empêche pas d'être 100% français. Ce que ça veut dire simplement qu'on peut avoir des identités qui sont multiples. Mais écoutez, je m'appelle Dimitri Pavlenko et vous avez Sonia Mabrouk autour de cette table. Je pense parler à des gens, et Mathieu Bock-Côté qui n'est même pas français. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que nous avons des identités multiples. Relisez Amin Malouf sur les identités meurtrières, ce livre magnifique, et pensez simplement que c'est quand on humilie une part de notre identité qu'à ce moment-là, elle se rebelle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des risques qui sont ceux d'opposer les uns aux autres. Et moi, je refuse cette guerre des civilisations. Je suis, justement pour cette raison, un républicain, laïque, sadiste, parce que c'est la seule façon de vivre ensemble. Olivier Faure, permettez-moi de vous relancer sur cette question. Il y a une mouvance à gauche qui a cherché justement à donner une réponse de gauche à ces questions. C'est le printemps républicain. Or, très souvent, le printemps républicain, à gauche, se fait extrême droitiser, se fait fasciser, se fait zémouriser. Est-ce que pour vous, le printemps républicain représente un élément central d'une réponse à gauche aux enjeux d'identité, d'immigration, de laïcité? Bon, je ne sais pas très bien ce que pense le printemps républicain, mais il y a certaines... Ils sont assez clairs pourtant.
Ben oui, mais enfin, pardon, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent à chaque fois. Il y a des gens que je connais dans le printemps républicain. Je connais Gilles Clavreuil très bien. Je connais un certain nombre de gens qui ont été ou sont des compagnons de route et avec lesquels j'entretiens une discussion ininterrompue. Mais est-ce qu'on leur fait un mauvais procès ? Mais moi, je ne fais de procès à personne. Je dis simplement que sur chaque débat, je veux pas me situer. Enfin, écoutez-moi, quand je suis ici, je parle pour les socialistes. Et je ne parle pas au nom du printemps républicain, au nom des islamistes, au nom de je sais pas qui, etc. J'ai une propre ligne de conduite et c'est celle que je défends. Et dans cette élection présidentielle, moi, je ne veux pas qu'on parle simplement des autres. Je me situe pas par rapport aux autres. Je suis venu vous dire ce matin ce à quoi je crois profondément et ce que je défends. Oui, il y en a un dont on parle beaucoup. On se met sous son halo, c'est le général de Gaulle. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, va s'exprimer demain soir, 9 novembre. On honore la mémoire du général de Gaulle. Beaucoup d'élus, de candidats vont se rendre à colomber les deux églises. Anne Hidalgo y sera aussi. Mais dites-moi, quel héritage gaulliste revendique Anne Hidalgo ? On vous laisse terminer boire votre verre d'eau. Oui, pour ceux qui ne voient pas, j'étais en train de boire. Voilà. L'héritage gaulliste, enfin, comme de la même façon que Jaurès ou Blum sont rentrés dans l'histoire de France, le général de Gaulle est rentré dans l'histoire de France aussi. Et il est indiscutable, il est l'homme du 18 juin, il est celui qui a permis de réveiller la fierté nationale à un moment où Vichy que nous devrions éviter de réhabiliter, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, il était celui qui a permis aux Français de relever la tête et ça, nous en sommes tous d'accord, mais je ne sais pas, Anne Hidalgo devrait davantage se référer à un socialiste comme François Mitterrand, qui avait combattu le général de Gaulle à coup d'État permanent. Ça aurait été plus dans votre filiation, plus notre logique. filiation, elle est d'abord, enfin, bien sûr, l'héritage mitterrandien, il existe. Vous le revendiquez moins en ce moment. J'étais à Yarnac au début de l'année. Le 10 mai 81, nous l'avons fêté plus que dignement. Je n'ai pas de problème avec ça. Simplement, ça n'empêche pas de reconnaître aussi un héritage qui est plus large, parce que la France, ce sont des grandes figures, des grandes personnalités, et qu'on soit de droite ou de gauche, notre honneur à tous, c'est de savoir reconnaître aussi la part de lumière de chacun et de celles et ceux qui ont permis de grandes choses. Alors, on trouve à gauche Yannick Jadot, on trouve Jean-Luc Mélenchon, on trouve Anne Hidalgo, on trouve Fabien Roussel, on trouve Arnaud Montebourg. Il y a des différences entre tous ces gens. Mais qu'ont-ils en commun? Que pourraient-ils trouver pour se rassembler néanmoins? Oui, vous pouvez le souhaiter, non? Oui. La question est difficile. Non, je vais vous répondre tout de suite, mais j'espère que vous poserez la même question quand vous aurez des gens de droite, parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement un paysage politique de manière générale qui est complètement éclaté. On est passé du bipartisme à un espèce de multipartisme, mais enfin éclaté façon puzzle. Et c'est vrai que dans un moment de perte de repères collectifs, eh bien, il y a quelque chose qui s'est produit et où toutes les micro-identités se sont réveillées, chacune, les unes à côté des autres, pour pouvoir exister face à face, vous souvent s'opposer. Vous parlez d'Anne Hidalgo ? Non, pas du tout. Là, je parle. Je posais une question. Ça n'est pas une micro-identité. Naïve. Non, je parle de ces, y compris de courants de pensée qui étaient en fait. Mais vous souhaitez être au deuxième tour. Qu'avez-vous en commun finalement? Vous êtes tous la gauche. Vous devez avoir quelque chose en commun. Ce que j'espère, ce que j'ai en partie avec, pas avec tous, mais avec une partie d'entre eux. Moi, ce que je souhaite bâtir dans le quinquennat prochain, c'est un espoir qui soit une république, et chaque mot a du sens, une république écologique, sociale, où le maître mot soit la question de la justice. Voilà ce que je souhaite, voilà ce que je veux porter avec celles et ceux qui se disent et se reconnaissent encore dans la gauche. Merci Olivier Faure. Merci à vous. Merci Olivier Faure. Débrief dans un instant avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel. Merci Olivier Faure. Bonne journée.